Je m'appelle Jean-Baptiste Sondji, je suis originaire du Kwilu. J'ai été formé par les jésuites. J'ai été à l'université Lovanium de Kinshasa. Nous avons été ceux qui avions mené la première contestation estudiantine en 1969 contre le régime de Mobutu parce que les étudiants s'étaient bien rendus compte que le système éducatif était calqué sur la Belgique. Même quand vous prenez le programme de Lovanium, c'est exactement le programme de Louvain. Or, la Belgique avait conçu son programme pour résoudre ses problèmes à elle. Les problèmes du Congo étaient tant différents, nous exigeons qu'on adapte sans nécessairement réduire la qualité, mais qu'on essaie d'adapter l'enseignement universitaire aux réalités de notre pays. Et on avait discuté, effectivement, il y avait un colloque à Goma, et tout le monde était d'accord, mais Mobutu arrive ici, il refuse de mettre son application, et nous voulions faire une manifestation pacifique pour lui remettre un mémorandum, mais on nous a accueillis, il y a eu beaucoup de morts. Alors, à partir de 71, lors de la deuxième commémoration de 71, c'est là que Mobutu va tirer profit de cette commémoration pour détruire l'université. Et tous les étudiants sont enrôlés dans l'armée. Et nous étions à 12, les meneurs. Nous serons condamnés à perpétuité et nous serons incarcérés à la prison de Zoumou. Et le 8 janvier 1973, à la demande de Mao Tse-tung, puisque le 8 janvier, Mobutu allait en visite officielle en Chine, qu'il n'avait pas reconnue. Or, l'une des infractions qui avait été retenue contre nous, c'était les propagandistes du livre rouge de Mao. Alors Mao a dit, puisque maintenant vous me reconnaissez, vous avez mis des enfants en prison, donc il faut les libérer. Et c'est comme ça que de l'aéroport, il donna l'ordre à Kingodondo pour nous libérer. Et depuis lors, on continue dans la même lignée pour une lutte pour que ce pays soit autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Le Congo n'a jamais été indépendant. Le Congo n'a jamais été indépendant parce que vous savez que la Belgique n'est pas venue ici pour régler les problèmes des Congolais. La Belgique était venue ici pour résoudre ces problèmes. Ceci veut dire que toute l'ossature économique était extravertie, c'est-à-dire essentiellement pour résoudre les problèmes de la Belgique et des colons qui étaient ici. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'à l'époque coloniale, il était interdit aux Congolais de faire des cultures pérennes. Donc les Congolais leur étaient interdits de faire des plantations de café, de faire des plantations d'huile de palme, de palmier à huile. Il est interdit de faire le cacao, c'était réservé exclusivement aux Européens. C'est ainsi que vous allez constater que l'aliment de base en apport de calories chez nous ici, c'est le manioc. Mais il n'existe nulle part une plantation de manioc, ni une usine pour transformer les produits de manioc, qui est l'élément de base de notre consommation. Mais vous allez voir des plantations de café. Le café ne fait pas partie de l'alimentation du Congolais. Le cacao ne fait pas partie de l'alimentation du Congolais. Voilà donc l'une des images de l'extraversion de l'économie congolaise. Et jusqu'aujourd'hui, cette infrastructure congolaise, cette infrastructure économique extravertie n'a jamais fondamentalement changé. Tous ceux qui ont accédé à la tête de l'État congolais ont été manipulés, ont été ce que moi j'appelle des rentiers, c'est-à-dire des gens qui ont vécu, qui ont bénéficié de ce que le Belge avait construit, mais même incapables même en fait de maintenir même les performances de cette époque-là. Et c'est ce qui fait qu'on a assisté à une dégradation continue, d'autant que ceux qui étaient la plupart du temps, les Occidentaux s'en accommodent. Et je vais vous donner un exemple qu'il fallait, quand on accorde l'indépendance, il ne fallait pas que ce soit la vraie indépendance. Parce qu'il fallait donner toutes les économies, la Belgique en tout cas,
était véritablement conçue, où l'économie congolaise était conçue là-bas. Je vais vous donner le cuivre. Le cuivre congolais qui était exploité à l'Union minière, à 88% était raffiné à Hoboken. Et aujourd'hui, Hoboken existe. Mais ce n'est plus le cuivre, il n'est plus dépendant du cuivre du Congolais. Donc, il fallait donner un certain temps. Donc, en mettant à la tête de l'État des marionnettes, pour leur donner le temps de diversifier leurs économies. Donc, notre pays n'a jamais été indépendant. Et en plus de ça, nous avons le malheur d'avoir un potentiel énorme dans tous les domaines. Et tout le monde estime que si ce pays doit démarrer, ça doit être soit dans le sens des intérêts des Américains, soit les Occidentaux ou tous les autres. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à décoller. Et on corrompt beaucoup la classe politique congolaise. Elle est essentiellement corrompue parce qu'elle considère que le pouvoir est un objectif en soi, alors que le pouvoir est un moyen pour la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. Chez eux, l'objectif, c'est quoi? C'est soutirer le peu d'argent qu'il y a à gauche, à droite. Mais vous savez, ici nous vivons dans l'apartheid, ici. Vous savez, ici où nous vivons, ici, la limite, c'était le pont, là où il y a le chemin de fer, le pont de la rivière Gombe, là. Les Congolais, à partir de 18h, ne pouvaient pas se retrouver dans le quartier ici, hein, à part les domestiques. C'était un véritable apartheid. Donc il y a une discrimination qui est... D'abord, vous savez, le complexe d'abord un peu d'infériorité par rapport à blanc, c'est une construction mentale qui part de la traite esclavagiste. Dès le moment où on fait de vous des esclaves, et que donc vous êtes soumis à toutes les brimades, mais vous avez mentalement l'impression qu'en fait, vous n'êtes qu'inférieur. À cela s'ajoute la colonisation que moi je considère comme l'esclavage à domicile. À domicile, puisque quand on a mis fin à la traite esclavagiste, ce n'est pas pour des questions morales. C'est à cause de la révolution industrielle. Lorsque la révolution industrielle est arrivée, on s'est rendu compte que la machine avait un rendement supérieur à l'esclave. Donc l'esclavage n'était plus rentable économiquement, donc il fallait la transformer. Mais comme on avait besoin, comme les machines produisaient énormément, et que les ouvriers occidentaux eux-mêmes étaient surexploités, donc ils ne pouvaient pas consommer tout ce que les machines produisaient. Donc, il leur fallait des marchés outre-mer. Et c'est ça qui va faire la colonisation. Mais en plus de ça, les matières premières pour alimenter ces industries étant plus abondantes à l'extérieur, c'est ça qui va lancer le phénomène colonial. C'est de quelle Afrique parle-t-on? Parce que quand vous regardez aujourd'hui d'abord l'Afrique, le Congo, qui constitue une des parties de l'Afrique, elle-même, elle est pratiquement en pièces détachées. Elle est déstructurée. Vous ne pouvez pas penser aller vous allier à d'autres lorsque vous-même, vous n'êtes pas structuré. Donc le panafricanisme n'est certainement pas... Et puis aujourd'hui, quand vous regardez très bien, les Occidentaux, pour donner des coups de boutoir, pour empêcher le Congo de démarrer, on utilise quoi? On utilise des pays africains comme le Rwanda, l'Ouganda. Alors, vous allez faire le panafricanisme avec ces régimes-là? Je pense que le panafricanisme à long terme, parce que même quand vous regardez l'Europe aujourd'hui, et quand on crée l'Union européenne, ce sont des entités, des États qui existent déjà, qui ont leur structure, qui ont résolu un certain nombre de problèmes. Maintenant, quand ils veulent être ensemble, ils vont lentement. Mais nous partons des États qui sont au stade pratiquement de ce que moi je considérais des proto-nations, qui doivent encore se construire. Parce que pour moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui est dans le Bas-Congo, qui ne peut pas faire des affaires au Katanga, on puisse envisager que ce même type du Bas-Congo va faire des affaires avec les Kenyans. Donc, l'idéal panafricaniste, c'est un idéal à très long terme, mais à mon avis, pour le moment, le Congo d'abord doit se remettre d'abord comme l'État, parce que pour le moment, tout est fait pour que le pays ne se relève pas, parce que ce désordre, il y a des gens qui vivent du désordre du Congo. D'abord, il faut que les États africains se consolident. C'est-à-dire que les États, au sein de chaque État, ça se consolide. Quand je parle de consolidation, c'est-à-dire que les peuples de chaque État se reconnaissent à travers les politiques qui sont menées par leurs différentes nations. Et en ce moment-là, je pense qu'il sera plus facile
maintenant de faire un pas supplémentaire pour dire qu'au lieu de se limiter à une entité isolée, il y a moyen de faire... D'ailleurs, le Congo, en fait, est victime un peu de son panafricanisme, puisque le Congo était un pays ouvert, qui recevait tout le monde. La plupart des Rwandais qui, aujourd'hui, nous font la guerre, ont étudié ici. On les a reçus correctement, et c'est eux qui... Et ils nous prennent, en fait, pour le fait que nous sommes gentils, nous sommes corrects, ils nous prennent, en fait, pour des naïfs ou pour des imbéciles, ce que nous ne sommes pas du tout.